quand j'ai interpellé M. Ninac, je l'ai invité à. Il m'a répondu tout de suite. Je m'étais dit, c'est un homme occupé, je ne sais pas s'il va me répondre, mais ça a pris une demi-heure. Il m'avait répondu pour dire oui en plus. Et là, j'étais doublement contente. Parce que monsieur Ninax, c'est quand même quelqu'un dans son domaine que je pourrais qualifier une sommité. Quand on parle d'empowerment, c'est quelqu'un, c'est une référence. Alors, M. Ninax, il détient un doctorat en service social et il est consultant à la coopérative La Clé, qui est située à Victoriaville. Il a été gestionnaire dans les secteurs publics et privés, aussi enseignant au niveau collégial et universitaire. Il a une vaste pratique d'intervention et d'action communautaire et il puise ses idées autant dans ses expériences professionnelles et ses recherches que dans sa situation de personne ayant de multiples handicaps. Il a publié en 2008 le livre Empowerment et intervention, développement de la capacité d'agir et de la solidarité. Alors, je l'accueille et accueillez-le aussi avec grand enthousiasme, j'espère autant que le mien, Monsieur William Ninax, Bill de son petit nom. Merci de m'avoir invité. On m'a demandé de parler de l'empowerment des individus et des groupes. Et la manière que je voudrais approcher ça, c'est par l'idée des compétences, c'est-à-dire de la compétence des individus et des communautés. Je vais essayer d'être relativement bref. J'ai trop de matériel, alors essayez pas de tout lire, mais je vais essayer de m'attarder sur des choses que je trouve comme indispensables. Si vous avez le réflexe à un moment donné de dire c'est théorique son affaire, hein? C'est voulu. C'est exactement voulu parce que finalement, moi, je voulais bâtir une théorie pratique et une théorie à partir des pratiques. Et donc, oui, c'est censé être théorique, c'est censé être explicatif. Et c'est avec cette introduction, on y va. Stéphanie va jouer le rôle de Manon. Quand je vais dire Stéphanie, pèse sur le piton, elle va peser sur le piton. C'est déjà fait. OK, c'est beau. L'individu, l'empowerment, pour commencer, tout simplement, c'est la capacité de faire qu'est-ce qu'on choisit de faire, qu'on transforme ça en décision et on agit. C'est d'être autonome jusqu'à un certain point. C'est d'être capable de prendre un risque. Et au tout début, quand j'ai commencé à étudier ça, j'ai trouvé que la définition de la compétence utilisée dans le milieu de l'éducation était probablement la meilleure façon de traduire le mot, c'est qu'on est compétent. Alors, compétent, ça veut dire, la prochaine diapo, oups, on a un de trop, mais l'individu, c'est pas grave. L'individu compétent, c'est un individu qui arrive finalement à faire face à des situations imprévues, à des situations où il est concerné, mais où il faut qu'il mette en marche des connaissances, des aptitudes, des habiletés qu'il a développées durant des années et qui façonne ça d'une façon qui va lui permettre d'agir dans la situation. C'est ça, finalement, la compétence. Et là, on peut y aller avec le cercle rouge. Oui, oups, on n'est pas synchronisé, Stéphanie. Alors, on recule. OK, tu l'as fait. Pas ça de la capacité? Parfait, OK. Alors, monsieur le technicien, je m'excuse, mais OK, là, on pèse l'autre piton. Le contexte d'un individu, cependant, c'est celui d'une communauté. Un groupe, ça peut être une communauté. Une organisation, ça peut être une communauté. Mais une communauté compétente fait deux choses.
communauté compétente, premièrement, on clique. Elle assure pour ses membres les ressources qu'ils ont besoin pour avoir leur bien-être. Et le « et » est important, on clique. Elle s'assure que les personnes, ses membres, prennent avantage de l'accès aux ressources. En d'autres mots, la communauté doit faire en sorte que les personnes puissent avoir accès à ce qu'ils ont besoin, mais elle ne peut pas les forcer. Mais les personnes doivent avoir une capacité d'agir pour être capables d'en profiter de l'accès. Donc, pour la question de répondre aux besoins, c'est l'action sociale, l'action intersectorielle intégrée. Et pour être capable de profiter de l'accès, c'est le développement du pouvoir d'agir, l'empowerment. Et finalement, les deux, alors là, on clique de nouveau, il y a une interaction entre les deux. Quand je vais parler d'empowerment, je ne peux pas parler d'empowerment sans penser à l'action intersectorielle. Et je ne peux pas penser à l'action intersectorielle sans parler d'empowerment. Donc, les deux vont ensemble dans ma tête. OK? On continue. On va commencer par l'action sectorielle intégrée. Et on parle d'une communauté. On pourrait ici, avec ce groupe, parler de communauté territoriale. Ça peut être une petite municipalité, ça peut être une ville, ça peut être même une MRC ou une région. C'est un territoire en quelque part. Pardon. Et le territoire, OK, on clique, et on va cliquer de nouveau. Le territoire a deux dimensions fondamentales. Une dimension que j'appelle plus instrumentale et une dimension plus existentielle. Instrumentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'organisation des services, des produits qui sont nécessaires dans la communauté pour permettre aux personnes d'être en santé et d'assurer leur bien-être. Pardon. Le côté existentiel, c'est la question de la solidarité, notre sentiment d'appartenance, les liens qu'on crée entre nous, au niveau affectif, etc. Et on a tendance à penser qu'il y en a un qui vient avant l'autre. Moi, dans ma tête, les deux vont ensemble. Oui, la dimension instrumentale, c'est une dimension qui cherche à gérer. Et la gestion se fait par la mise en œuvre, la mise en route d'organismes, d'institutions qui travaillent souvent en réseau. Des réseaux qu'on appelle des réseaux normatifs. Le côté existentiel met également sur pied des groupes, des organisations. Mais ces réseaux, à lui, sont beaucoup plus libres. Et donc, la communauté doit composer à la fois avec des réseaux normatifs et des réseaux libres. On clique. Le réseau, OK, on clique de nouveau. Le réseau instrumental, le réseau normatif. Pensez au réseau de santé et services sociaux. Pensez à le milieu de l'éducation. Pensez à la manière que les villes sont organisées avec les différents services. La production de services requiert que tout le monde sache exactement qu'est-ce qu'ils vont faire quand. Et c'est super important, parce que finalement, c'est de même qu'on puisse être certain d'être capable d'avoir les services qu'on a besoin. Mais les réseaux libres ne fonctionnent pas de même. Ils fonctionnent, et là, on va cliquer, de même. Vous reconnaissez, oui? On clique. Le défi
en quelque part, c'est de comprendre comment les deux fonctionnent. Et les deux, on peut les analyser pour voir les objectifs, les axes de travail, etc. Deux choses qui sont importantes là-dedans. Premier clic, c'est que les réseaux normatifs sont vraiment préoccupés par des résultats, tandis que les réseaux libres sont davantage préoccupés par le processus. Comment que ça va entre nous? Beaucoup plus de est-ce qu'on va le faire à temps? Et c'est important parce que les deux doivent comprendre comment que les autres fonctionnent. Autre clic, c'est que les réseaux normatifs fonctionnent en complémentarité, tandis que les réseaux libres fonctionnent en collaboration. Complémentarité, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de dédoublement, on ne veut pas de manque d'efficacité, etc. L'autre, la collaboration, pourquoi? Parce qu'on partage des valeurs. Et c'est les valeurs, finalement, qui sont le plus important de tout là-dedans. Alors, le défi pour l'action intersectorielle, on clique, c'est de faire en sorte que les deux travaillent ensemble. On ne peut pas superposer un sur l'autre. Dans le temps qu'on avait des acétates, là, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savaient pas ce que ça veut dire. C'était des feuilles de plastique et on mettait une feuille avec l'organigramme par-dessus l'autre feuille, parce que c'est ça qu'on cherchait à faire à l'époque. On cherchait de mouler un dans l'autre, et ça ne se fait pas. Il faut être capable de travailler ensemble. Pourquoi? Pour être capable de faire en sorte qu'on devienne un acteur collectif. Un acteur. On clique. C'est une illustration que j'ai utilisée pour des responsables municipaux de l'accessibilité universelle. Naturellement, ça ne vous concerne pas. Mais les différents acteurs peuvent venir de différents secteurs. Et lorsqu'on parle d'une action intersectorielle, on parle normalement d'une responsabilité partagée. Chacun des acteurs a quelque chose à fournir, il y a un rôle à jouer, et l'ensemble, dans le cas des personnes handicapées, c'est d'être certain qu'on développe l'autonomie des personnes. Parce que finalement, c'est ça qu'on vise. On clique. Problème, c'est qu'en fonctionnement même, parfois, il y a un manque de cohésion. Pourquoi? Parce que chaque acteur fonctionne de façon indépendante, selon ses objectifs, selon ses priorités. Et des fois, il peut prendre des décisions, d'autres fois, non. Donc, ce n'est pas toujours évident pour le fonctionnement. On clique de nouveau. Il y a également certains programmes qui fonctionnent malgré tout en silo. Et donc, qui ne font pas de pas pour être capable d'arriver à travailler avec les autres. Et en dernier, il y a un risque de ne pas développer l'autonomie et d'avoir une réduction de la participation citoyenne. Quoi faire? On clique. On revient avec nos différents acteurs. On clique. On essaie de faire une responsabilité commune plutôt qu'une responsabilité partagée. Chacun des acteurs garde sa spécificité, mais on veut en plus qu'il y ait une volonté commune d'agir. C'est là où ça devient un acteur collectif, où chacun des acteurs continue à faire ce qu'il fait très bien, mais où ensemble on commence à parler en termes de nous plutôt qu'en termes de je. Et c'est ce nous qui devient important. Et ici, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que ça se fait dans certains secteurs. La coche de plus qui serait le fun, je ne sais pas si ça se fait déjà,
on clique, c'est d'être capable d'avoir une approche ou une action intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun des acteurs cherche à ajuster ou à se réajuster en fonction des décisions collectives qui se prennent. À ce moment-là, ça fait en sorte que l'autonomie qui est visée peut être mieux ciblée et probablement mieux augmentée et qu'il y ait une meilleure participation citoyenne. Ça va jusqu'à maintenant? On continue. Des facteurs structurants, comment faire pour que ça fonctionne? Ça, c'est mes collègues du temps, Sonia Racine et Alain Meunier, qui ont fait la liste. Sonia Racine, qui avait fait la première étude pour le projet ici, il y a 9 ans passés, à peu près, non? Alors, Sonia était ma collègue, et ils ont dit, pour pouvoir faire en sorte que ça puisse fonctionner, il faut avoir des idées qu'on met de l'avant, des intérêts, des valeurs et les visées partagées, des idées partagées. Et non pas nécessairement des programmes, non pas nécessairement des tâches, mais des choses beaucoup plus, je dirais, existentielles, qui font en sorte qu'on devient unis et on a un sentiment d'appartenance au groupe, avoir un aspect intégré, plutôt que tout simplement contractuel. C'est bon? On continue. Après avoir lu l'ébauche du rapport que Céline vous a présenté tout à l'heure, j'ai décidé d'introduire 2 ou 3 diapositives pour partager ma vision à moi de la pauvreté. Pourquoi? Parce que, on veut ou veut pas, on est dans un contexte où on intervient en fonction de personnes qui vivent soit la pauvreté ou l'exclusion. Et donc, c'est important de voir, de comprendre que la pauvreté peut être autre chose que juste matérielle ou financière. Stéphanie? Alors, on commence. La pauvreté, premièrement, elle n'est pas seulement économique. Elle est multidimensionnelle. Il y a des dimensions sociales à la pauvreté. Manque de pouvoir, manque de connaissances, souvent. On continue. Elle est relative parce qu'on la compare toujours à quelque chose. On la compare au seuil de faible revenu. On le compare au marché, au panier, pardon, des prévisions. Il y a différentes comparaisons, mais ce que ça veut dire, c'est que la pauvreté change en fonction de la comparaison qu'on fait. Et donc, ce n'est pas nécessairement un concept qui est absolu. On continue. C'est sur le multidimensionnel, je l'avais dit. Ah, évolutif, mais oui, ça change. La question économique, c'est une question d'argent, mais c'est une question aussi d'épargne, de possibilité d'avoir des biens matériels. Il y a des dimensions économiques, mais il y a également des dimensions sociales qui sont très importantes à l'intérieur de la pauvreté. Donc, le fait de vivre la stigmatisation, je le vois avec des personnes handicapées qui vivent ça aussi, la culpabilité qui revient en jouer en ligne de compte, il y a l'estime de soi qui est plus faible. Bref, la pauvreté, ce n'est pas juste une question de piastres. Et pour moi, quand on parle d'exclusion, on parle du côté social, beaucoup plus de la pauvreté. C'est comme les 2 faces d'une même médaille. Être exclu sans être pauvre, c'est relativement rare. Puis être pauvre sans être exclu, ça n'arrive jamais. Et donc, il faut penser aux 2 en même temps. On continue.
Alors, ma perspective à moi, c'est que la pauvreté, c'est davantage une perte d'autonomie. On clique. Une personne qui n'est pas pauvre, c'est une personne qui est intégrée dans la société, qui fait les choix, qui a les ressources qu'elle a besoin, sociales et économiques, pour être capable de faire ce qu'elle souhaite faire, généralement. On clique de nouveau. Cependant, quand on parle d'appauvrissement, c'est que là, il y a une glissade de cette intégration vers une désaffiliation. Et donc, il y a cette étape d'instabilité où les personnes, les revenus diminuent. Moins de revenus, moins de possibilités d'occasions sociales avec d'autres. Moins d'occasions sociales, moins de possibilités pour avoir des occasions d'avoir un meilleur emploi ou d'avoir des biens moins chers, ainsi de suite. C'est une dégringolade. Et on continue pour aboutir dans ce qu'on appelle une zone de désaffiliation, là où on est dans une dépendance économique, c'est-à-dire que ce n'est plus nous qui décidons de nos revenus, nos avoirs, et également social, que souvent c'est l'isolement, et on est dépendant des autres pour nos relations sociales, et non pas de nos propres choix à nous. Ça, c'est le modèle d'un nommé Robert Castel, qui a vu ça il y a une trentaine d'années passées. Je trouve que c'est quand même excellent. On continue avec un clic. Ça veut dire que la pauvreté doit être comprise comme étant un processus et pas juste un état. C'est que le processus, ça veut dire que ça se vit différemment pour les personnes qui, des fois, certaines rentrent dans la pauvreté, n'en ressortent, et d'autres le sont, mais relativement moins pire ou pire dépendant de différentes situations. Dans l'illustration qu'on peut en faire, on clique, c'est qu'on a une zone d'intégration et on a une zone de désaffiliation. La zone d'intégration est marquée par l'autonomie, empowerment, autonomie, et la zone de désaffiliation par la dépendance. La pauvreté, on clique, c'est un appauvrissement qui va de l'intégration vers la désaffiliation. On clique. Castel dit que si on veut changer des affaires, souvent c'est entre les deux, dans cette zone de vulnérabilité. Et on clique de nouveau. Si on veut changer quelque chose, on essaie de travailler sur l'empowerment pour pouvoir justement permettre aux personnes d'avoir plus d'autonomie. Donc, l'action sociale intégrée dans un contexte de pauvreté doit chercher à toucher le développement, l'amélioration de la situation, de l'autonomie, pour réduire la dépendance, amener vers l'autonomie à la fois économique et sociale. Ça va? On continue? OK. Donc, empowerment, le développement du pouvoir d'agir. C'est l'expression de Yann Lebossé qui utilise le développement du pouvoir d'agir plus qu'empowerment, mais dans mes présentations, dans mon livre, je l'écris. Pour moi, les deux expressions sont pareilles. On continue, c'est facile. S'il y a quelque chose qu'il faut se souvenir, parce que vous n'allez pas vous souvenir de tout aujourd'hui, souvenez-vous de ça. L'empowerment, c'est la capacité de choisir librement, volontairement, non pas quelque chose qui est forcé. La capacité de transformer le choix en décision.
de pouvoir analyser, de pouvoir mesurer les conséquences de l'action qu'on veut faire, de voir les avantages, les désavantages, de comprendre les obstacles, etc. Et de transformer sa décision en action. Ce qui veut dire qu'en quelque part, on a non pas seulement de cette capacité de prendre un risque, mais également des ressources qui sont requises pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Moi, j'ai toutes sortes de bonnes idées dans ma tête. Pas de fauteuil roulant, je ne peux pas les partager beaucoup. Je peux répondre à vos questions dans la mesure que j'ai des appareils auditifs dans mes oreilles. Je peux venir me déplacer de Victoriaville à Scott, pourvu que j'ai une blonde qui veut jouer le rôle de chauffeur, de se lever à 5 heures le matin, m'aider à sortir du lit. Bref, je considère que je suis autonome, mais pas nécessairement indépendant. Je suis dépendant, mais la dépendance, elle est relative, et c'est sur des ressources qui m'aident à maintenir mon autonomie. Pourquoi? Parce qu'ils me mettent dans une situation de choisir, décider et d'agir à chaque fois. Souvenez-vous de ça. Le restant est important aussi, remarquez bien, mais souvenez-vous de ça surtout. On continue. Alors, l'empowerment est fondé sur l'idée que les personnes ont le droit de participer aux décisions qui les concernent. Ça devient super important parce que je me souviens, dans les communautés autochtones avec lesquelles j'avais travaillé à un moment donné, ça, ce n'est pas... les personnes n'ont pas le droit de participer aux décisions dans les communautés autochtones avec lesquelles moi j'ai travaillé. C'était finalement les chefs qui accordaient le droit, qui était plus considéré comme un privilège. Avec l'arrivée de personnes de différentes cultures, on va retrouver des familles où ce n'est pas nécessairement un droit pour soit la conjointe, soit les enfants, de participer aux décisions. Et donc, il y a des questions culturelles. L'empowerment, de manière que moi je le présente, c'est basé sur ce droit. Et lorsque ce droit n'est pas là, bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Il faut essayer de trouver des moyens pour le contrer. C'est également en vertu de l'idée que la capacité de développer l'empowerment est présente chez les personnes, que les personnes peuvent changer et que si elles n'ont pas la capacité, elles peuvent l'acquérir. Et donc, c'est une façon positive de voir l'évolution des personnes qui refusent cette idée qu'il y a des personnes qui n'apprendront rien. J'ai l'impression que tout le monde peut apprendre quelque chose à quelque part. Une personne ne peut pas faire le processus d'empowerment, le cheminement par une autre. Donc, on voudrait bien le faire, mais on ne peut pas l'imposer, on ne peut pas le forcer et on ne peut pas remplacer la personne. Et même en disant à la personne, voici tel poste, si la personne n'a pas fait le cheminement pour atteindre, enfin, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. On continue, Stéphanie. De façon générale, l'empowerment individuel, ça se développe à l'intérieur de 4 cheminements simultanés dans un contexte que j'appelle la communauté. Et la communauté a des caractéristiques que j'ai regroupées en 4 volets. L'individu, c'est des cheminements. La communauté, c'est des caractéristiques. Alors, commençons par l'individu. On y va avec le clic, Stéphanie? OK, on continue. Les 4 cheminements sont cheminement de participation, cheminement de compétences. Combien de temps qu'il me reste, Céline?
OK. J'ai le temps pour une petite anecdote. Poser la question tout à l'heure en rentrant si j'étais membre d'une association. J'ai été président fondateur d'un organisme de personnes handicapées à Victoriaville qui s'appelle aujourd'hui Handicap Action Autonomie Bois-Franc. Au tout début, on était 6 autour de la table, personnes handicapées. Il existait une association régionale de loisirs de personnes handicapées. Il y avait un centre pour handicapés physiques qui était un atelier de travail, mais il n'y avait pas d'organisme de revendication. On s'est réunis et, ça c'est compliqué, le fils le frère de la femme de mon beau-frère a eu un accident. Il est passé environ 1 an à peu près à l'Institut de réhabilitation de Montréal. Il avait 18-19 ans et était quadriplégique. Et lorsqu'il est sorti de l'Institut de réhabilitation, il ne sortait pas de chez lui. Alors, sa mère, à un moment donné, a entendu parler que je travaillais avec d'autres personnes handicapées. Elle a dit, va donc voir qu'est-ce qu'il fait Bill avec les autres personnes handicapées. Il est comme toi, il est en fauteuil roulant. Alors, Gaétan avait sa vanne, il avait la maison était adaptée, et poussé par sa mère, il est sorti de sa maison pour venir là où on se rencontrait. Parce que sa mère a appelé ma blonde pour me demander où est-ce qu'on était. Alors, il arrive, et Gaétan ne connaissait personne, ne connaissait pas les ressources, n'avait pas d'idée qu'est-ce qu'on faisait. Alors, salut Gaétan, oui, on est ici, on veut discuter sur la possibilité de mettre sur pied une nouvelle organisation pour défendre les droits des personnes handicapées. Est-ce que ça t'intéresse? Peut-être. Mais là, on est en train de se répartir des rôles. Est-ce que ça tente de prendre un rôle? Mais peut-être. Alors, parce que Gaétan ne connaissait pas grand-chose, on a nommé secrétaire. Alors, Gaétan, il dit, mais vous êtes fou. De quoi? Pourquoi qu'on est fou? Ben, je ne peux pas écrire. Gaétan, ils t'ont rien montré à l'Institut de réhabilitation. Tu n'es pas capable de tenir un crayon. Oui, mais je ne peux pas arrêter d'aller à l'école, je ne suis pas capable de composer. Gaétan, fait qu'est-ce que tu es capable de faire? Il lui a donné un crayon, une feuille de papier, et on lui a dit, fais-nous un compte-rendu de la réunion. Parce que c'est ça que ça fait des secrétaires, entre autres. Alors, 2 semaines plus tard, on s'est rencontrés de nouveau. Et Gaétan, je me souviens, j'ai encore le papier à la maison, je pense. C'était un paragraphe écrit à la mine de 6 phrases, 6 lignes, je pense. Le Gaétan avait dit que ça avait pris 2 après-midi à l'écrire complètement, tellement il était pas habitué de le faire. Donc, on a dit, OK, l'ordre du jour, on a adopté l'ordre du jour, là, le compte-rendu de la dernière réunion. Alors, Gaétan a lu son compte-rendu, on a tout applaudi, on a dit bravo Gaétan. La prochaine fois, peut-être, ce serait important de mettre la date. Parce que pour être capable qu'on sache là, quand est-ce qu'on s'est réunis, puis on pourrait aussi peut-être mettre les personnes qui étaient là, parce qu'on n'est pas toujours en même place, etc. Alors, Gaétan, tout emballé, a continué avec son rôle de secrétaire. Fast forward, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, Gaétan, était élu au conseil d'administration provisoire, était maintenant élu à la présidence et envoyait des lettres au maire que lui composait. En quelque part, il a passé par un cheminement de participation, de développement de ses compétences, où on a soutenu le développement de son estime de soi pour lui permettre de comprendre les choses qui lui appartenaient par rapport à cette situation de personne handicapée. Il fallait qu'il se grouille derrière pour pouvoir sortir de la maison,
mais les choses qui appartenaient à la société, qui étaient finalement des endroits qui n'étaient pas accessibles et sur lesquels ils pouvaient écrire des lettres. On clique. Les différents cheminements sont très détaillés. Et on peut voir où que Gaétan est arrivé puis est parti témoin. Et encore plus, à un moment donné, il a développé ses compétences par rapport aux questions de personnes handicapées et par rapport aux réunions, etc. Il a été capable de renforcer son estime de soi avec qu'est-ce qu'on faisait. Lui, il m'avait dit, Gaétan, il dit, si j'ai été capable de faire, c'est parce que vous avez accepté qui j'étais et qu'est-ce que c'est que je pouvais faire. Et c'est exactement ça. On a reconnu ses compétences, non pas d'une façon exagérée, mais d'une façon réaliste, en lui amenant des suggestions pour s'améliorer, ce qui a permis d'avoir une estime de soi croissante. Et Gaétan a passé par différentes étapes de conscience individuelle. J'ai eu un problème, à conscience collective. Il a réalisé qu'il n'était pas tout seul avec son problème. À conscience sociale, qui veut dire que lui avait quelque chose à voir là-dedans, mais la société aussi, pour aboutir à une conscience politique. C'est-à-dire, si je veux changer quelque chose, il faut qu'il s'organise avec d'autres pour le faire. C'est tout ça, cette interaction des différentes composantes qui permettent le développement de l'empowerment. Et lorsqu'on regarde et on veut intervenir là-dessus, on doit avoir ça en arrière de la tête. Ce n'est pas nécessairement ça qui va produire l'empowerment, mais les personnes qui se développent, qui développent leur capacité d'agir, normalement passent par ces cheminements-là. Donc, c'est pour ça que les cheminements sont importants. On clique de nouveau, on continue. La conscience critique est probablement le cheminement le plus difficile, parce que finalement, on a peur de cette idée qu'il faut travailler sur une dimension qui est encore plus poussée que tout simplement l'entraide, mais qui déborde sur la revendication. Mais pour les personnes qui sont habituées de revendiquer, on sait que c'est dans cette dimension que notre pouvoir d'agir se réalise le mieux. On continue? Oui, et c'est naturellement une interaction entre le tout. OK, on continue. Ça, c'est parce que Sonia Racine, ma collègue, ancienne collègue, vas-y donc, clique de nouveau, elle aime cette illustration. Et donc, pour Sonia, je la garde. Elle date avant que quelques-unes ici soient nées. C'est vite, rapidement. Je suis allé en Chine à un moment donné, et c'était en 1977, avant tous les changements aujourd'hui, et ils construisaient le mausolée de Mao Zedong. Et on voyait les échafaudages qui étaient attachés avec des cordes. Puis j'ai demandé à notre guide, j'ai dit, c'est des cordes de quoi? Il dit, c'est des cordes de soie. De la soie? Il dit, on a de la soie en masse en Chine. Parce que finalement, on n'a pas beaucoup de commerce extérieur, etc. Mais un fil de soie, c'est 10 fils de cocon, d'un cocon. Et c'est des fils de soie entortillés les uns sur les autres qui font que le fil devient fort. Le plus qu'on twiste, en bon français, les fils ensemble, le plus que ça se renforce, parce qu'il y en a un qui crée une pression sur l'autre qui le soutient. C'est la même chose avec les 4 composantes de l'empowerment. On continue. On continue. Et maintenant, le contexte dans lequel ça se fait. On continue. Les caractéristiques de l'empowerment,
il faut avoir des lieux de participation si on veut que les personnes développent leur capacité de participer. Il faut permettre ou trouver des moyens pour utiliser les compétences qu'on a et les voir développer. C'est ça les compétences d'une communauté. C'est les compétences de ses membres. Le plus qu'elles vont être très fortes, le plus que les communautés vont être renforcées. Il faut avoir des mécanismes de communication entre les différents secteurs, entre les différentes institutions, organisations, etc., pour permettre justement aux individus d'avoir accès aux ressources, de savoir que les réunions existent, de développer un sentiment d'appartenance, même s'ils ne sont pas partout, ils vont être contents de savoir ce qui se passe ailleurs, un peu comme des réunions d'aujourd'hui. Et finalement, d'être capable d'avoir un sens, un développement de ce que j'appelle le capital communautaire, c'est-à-dire un sens des responsabilités et un sens de droit. C'est-à-dire que, comme citoyen, j'ai droit à quelque chose, mais j'ai des responsabilités qui vont avec. Mais ça s'entremêle avec le sentiment d'appartenance à la communauté pour permettre justement à faire en sorte que les cheminements se réalisent. On clique, Stéphanie. La participation, il y a toutes sortes de différentes nuances là-dedans. Et c'est trop long pour une présentation comme celle d'aujourd'hui, dans une formation d'une journée ou deux, oui. Mais il faut savoir que l'important, c'est d'avoir des espaces où les personnes décident ce qu'elles veulent faire et qu'elles puissent le faire collectivement. Oui, c'est important d'avoir un jardin, mais c'est juste important d'avoir un jardin si c'est des personnes qui ont décidé qu'ils voulaient un jardin. C'est peut-être important d'avoir un gazebo avec l'argent qui est fait des jardins. Mais ce n'est pas important si c'est quelqu'un d'autre qui l'a décidé. C'est juste important si ce sont des personnes qui le décident. Et si c'est des personnes qui, pour une raison ou une autre, ont été ou sont dans une situation de dépendance variable, bien, chacune des décisions vient, on pourrait dire, aider à sortir de cette dépendance. De dire que c'est nous qui contrôlons cette décision et non pas quelqu'un d'autre qui la contrôle. Donc, quelque chose qui peut sembler relativement banal pour les uns peut être extraordinairement important pour les autres. Et donc, ce n'est pas nécessairement les montants qui sont accordés aux décisions, comme les décisions elles-mêmes et les personnes qui les prennent. C'est ça, il y a, on clique de nouveau. C'est juste pour vous dire que les ressources deviennent importantes à la participation. On ne peut pas penser que les personnes vont pouvoir participer sans ressources. L'illustration pour les personnes handicapées est relativement simple que lorsqu'on y pense. Il faut naturellement que le tout soit accessible, mais il faut aussi le transport, il faut avoir les ressources pour le faire. Donc, des fois, des ressources matérielles, logement, de nourriture, des fois des ressources davantage de services et des fois des ressources financières pour être capable d'avoir le tout. Et pour ceux et celles qui se posent la question au clic, souvent c'est l'économie sociale qui, dans les dernières années, assure ou tente d'assurer l'accès aux ressources qui sont nécessaires pour les personnes qui sont les plus vulnérables, qui ont besoin pour être capables, justement, de développer leur pouvoir d'agir. L'importance de l'économie sociale, c'est là. Et si c'était
autorités par rapport à l'accessibilité universelle, évidemment, il faut que tout ça soit accessible pour les personnes handicapées en plus. OK, on continue. Il y a 50 ans passés, l'échelle de participation a été développée. La raison pourquoi que je l'insère ici, c'est parce que ce qui est proposé et qui a été vérifié, contre-vérifié, je ne sais pas combien de fois depuis, c'est qu'il y a une véritable participation lorsqu'on est dans une position d'autorité, lorsque finalement il y a quelqu'un qui nous délègue l'autorité, ou lorsqu'on est en partenariat pour l'exercer. Mais la question de consulter, ce n'est pas nécessairement une participation aux décisions. Et la question de donner de l'information non plus. Donc, c'est pas que consulter, c'est pas important. Pas que l'information n'est pas importante. Au contraire, c'est très important. Mais il ne faut pas confondre ça avec la participation qui, elle, va permettre aux personnes de développer leur pouvoir d'agir. On continue, Stéphanie? On continue? Les compétences. On cherche autant que possible, lorsqu'on veut développer le pouvoir d'agir, de s'assurer qu'on utilise toutes les forces qui sont présentes dans notre communauté. Donc, on cherche l'axe des forces, ce qu'on appelle le Strength Theory, ou Strength Perspective en anglais. Et c'est les forces, finalement, sur lesquelles on peut bâtir, beaucoup plus que d'essayer d'identifier les faiblesses. Et donc, la question des compétences, la question des forces est là. Le maillage, naturellement, des ressources qu'on a, etc. On continue. Par rapport aux communications, c'est probablement un aspect qui est très sous-estimé. On oublie comment c'est important d'avoir l'information. Et surtout quand on est dans des postes ou des réseaux où l'information circule bien, on oublie de la nécessité de continuer à augmenter l'information. Et on continue, Stéphanie. Le capital communautaire, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est un mélange de sentiment d'appartenance et de sens de la citoyenneté. On y va? Un autre. On clique. L'ensemble de l'empowerment, c'est l'individu versus la communauté. Mais entre les deux, c'est beaucoup les groupes, les organisations qui jouent leur rôle, qui permet justement de faire le lien avec la communauté plus large. Donc, on clique. L'organisation joue un rôle souvent d'empowerment communautaire pour les individus, mais elle développe sa propre capacité d'agir. On continue, Stéphanie? On continue? Donc, par rapport à l'individu, on voit que l'organisation a un rôle. Lorsque tu posais la question, Céline, de groupe, bien, le groupe est une communauté pour les individus et doit avoir les caractéristiques que j'ai énumérées tout à l'heure. Mais le groupe a son existence propre. Et on clique, Stéphanie. Encore. Et le groupe évolue comme les individus évoluent, mais par rapport à la communauté plus large. De prendre sa place, les coops d'habitation, les associations de locataires, comme les associations de personnes handicapées et autres, ont un cheminement qui ressemble à celui des individus, avec quelques différences. Stéphanie? On continue. On a la question de participation. Vas-y donc encore de nouveau. Même processus que les individus, c'est-à-dire que d'habitude, on commence un peu lentement
Et on essaie de sortir pour prendre place dans la société, en quelque part. Les compétences, c'est les compétences des membres et non pas nécessairement juste un individu. Et donc, on cherche à... De plus qu'on va pouvoir utiliser les compétences des membres, de plus que l'organisation ou le groupe va être compétent. On continue. La question d'estime de soi, c'est beaucoup plus par la reconnaissance. La reconnaissance des autres. Imaginez-vous, il y a des personnes qui nous donnent de l'argent, des fois, pour faire qu'est-ce qu'on peut faire. C'est super. Comme reconnaissance, là, l'organisme a un boost quand elle reçoit une subvention ou lorsqu'elle est capable de participer dans des lieux où elle est reconnue pour son expertise. Une table de concertation ou un comité consultatif. Et on continue. Au niveau de la conscience critique, c'est la capacité d'analyse de l'organisation et d'analyser la situation en fonction de ses membres. Donc, l'organisation joue un rôle extrêmement important. On continue. Il ne me reste pas trop de temps, et donc je vais aller très rapidement, parce que finalement, l'intervention sociale, la grande majorité des personnes assises ici ne font pas de l'intervention directement. Mais sachez, pour ceux et celles qui le font, ou lorsque vous êtes en contact avec l'autre, Stéphanie, qu'il y a certains organismes qui ont l'objectif de développer l'empowerment. Certains organismes ont cet objectif-là. Je peux penser à des maisons de jeunes, je peux penser à des centres d'hébergement pour des personnes victimes de violences. Il y a certains organismes qui ont cet objectif, et pour ces personnes-là intervenir, il faut absolument que ce soit en fonction de la personne où elle se situe pour pouvoir lui permettre de développer sa capacité d'agir en fonction de ce qu'elle veut faire, en quelque part. On continue. Et c'est la même chose que je mentionnais tantôt. On essaie de voir c'est quoi les forces de la personne pour la mettre à contribution à l'intérieur d'une planification très minutieuse du cheminement qu'il faut faire pour justement renverser la situation ou amener le changement qui est désiré. On continue. Il y a cependant des organismes qui n'ont pas d'objectif d'empowerment. Moi, je pense que la plupart des organismes qui sont ici n'ont pas nécessairement cet objectif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas soutenir le développement de l'empowerment des personnes. Comment? Avec une approche axée sur l'empowerment, Stéphanie. C'est-à-dire qu'on pense aux personnes comme étant des ayants droit, des partenaires. On essaie de faire en sorte qu'on est sur le même niveau d'égalité, tout le monde ensemble. Et Stéphanie, ça implique qu'on cherche la persuasion. On ne cherche pas à imposer. On cherche à partager le pouvoir et non pas de faire en sorte qu'on va se mettre d'autres personnes avec. On continue. Pour soutenir l'empowerment, c'est dans tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'y a pas énormément de quoi qui est nouveau, à l'exception que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut planifier avec rigueur. Après 6 mois, la personne va avoir atteint telle et telle étape. Ça varie selon les personnes, en fonction de chacune. Stéphanie? Des enjeux divers, l'empowerment partiel. C'est possible pour des personnes de développer un pouvoir d'agir en partie, souvent à partir de compétences.
Mais ça ne veut pas dire que ça va être aussi fort que d'avoir toutes les 4 composantes ensemble. Et l'autre, la question du transfert. Si la personne devient, entre guillemets, empowered, si elle a développé son pouvoir d'agir par rapport à sa situation de personne handicapée, est-ce que ça va se transférer automatiquement par rapport à sa situation de locataire ou de conjoint ou d'étudiant, ainsi de suite? La réponse est non. Non, pas automatiquement. Et donc, on ne peut pas penser que ça va être automatique. Ça va être favorisé si on a le processus de cheminement de conscience critique. Parce que c'est la conscience critique qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui nous revient par rapport à notre situation et qu'est-ce qui revient à la société. Les 3 autres compétences, les 3 autres composantes, pardon, on peut cheminer et développer un pouvoir d'agir, mais à l'intérieur du groupe dans lequel on se trouve. Si on veut dépasser ça, il faut absolument travailler la conscience critique. Et je pense qu'on arrive vers la fin. Le besoin des organismes. Ah, ça, je ne savais pas s'il y aurait des bailleurs de fonds. Non, là. Si jamais vous avez un message à envoyer à un bailleur de fonds, copiez la diapositive. Besoin de ressources, besoin de temps, besoin de bien comprendre les objectifs et des endroits où on peut échanger entre pairs. Des occasions comme celle-ci. En conclusion, on clique. Le développement de l'empowerment, ce n'est pas mécanique. On ne peut pas le faire de même. On ne peut pas penser que c'est tout ce qui est cet engrenage, malgré que c'est un peu ça que ça a l'air des fois, mais ce n'est pas mécanique, pas du tout. On clique, Stéphanie, c'est davantage organique. Ça va bien avec votre jardin. Parce que, puis je ne l'avais pas vu, le jardin, dans le document. Non. Alors, la question, c'est qu'on ne peut pas faire pousser une plante en tirant dessus. On peut juste faire pousser une plante, semer une graine, ressourçant, mettre un peu, mais pas trop, d'engrais. Des fois, de l'herbicide, d'autres personnes n'y croient pas, ils vont planter d'autres plantes autour. Bref, c'est science, mais avec de l'art un peu entremêlé. Et donc, c'est un processus et non pas une question mécanique. Et la dernière diapo, c'est Michel Dinet qui a dit ça, puis je l'ai toujours aimé. C'est pas juste être acteur de son développement. Il faut en être l'auteur de son développement. De dire qu'est-ce qu'on veut dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment. Vous faites le tour? Pardon? Est-ce que j'ai fait le tour? Bien, je pense que oui, mais j'aimerais peut-être, si on peut se permettre, il nous reste une couple de minutes, si jamais il y a des gens qui aimeraient questionner M. Ninac sur quoi que ce soit que vous avez entendu ou prendrait 1 ou 2 interventions, on aurait quelques minutes pour le faire. Ou des commentaires. Ou des commentaires également. C'est devenu votre dada, vous autres. Oui, c'est notre dada de la Power Woman. C'est ça, c'est parce qu'on se rend compte que très souvent, on veut plus que le client. Hein. C'est ce qu'on se rend compte. J'ai de la misère à t'entendre. M'entendez-vous là? Okay. Très souvent, nous, on veut plus que les locataires, puis on veut pousser plus. Mais qu'est-ce que vous dites qu'il faut planter une graine? Mais tu sais, des fois, on voudrait vraiment les pousser à la planter, cette graine-là. Y a-t-il quelque chose? J'essayais de voir à travers tout ce que vous disiez, s'il n'y avait pas
tu sais, la flamme qu'on pourrait allumer justement pour les pousser, dire oui, tu sais, on vous le donne, on donne souvent, on met beaucoup de choses en place, on a des intervenants, on a des ressources, puis on les pousse, tu sais, pour que ça prenne. Mais mon Dieu, que c'est difficile aussi. Fait que c'est un petit peu ma question. Pour utiliser l'analogie, le refus de pousser, c'est également un pouvoir d'agir. En d'autres mots, je peux choisir de ne pas faire, dans la mesure que c'est un choix et que ce choix-là est complètement assumé. Si moi, je veux m'assurer que la plante va pousser, je ne vais pas tirer dessus, mais je vais m'informer sur ce type de plante. Es-tu à bonne place? Est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce que c'est qu'elle a de besoin autour pour l'aider à pousser? Je vais peut-être consulter d'autres personnes qui sont dans le jardin avec moi, là, pour essayer de dire pourquoi elle ne pousse pas même nos autres plantes. Ou peut-être qu'on ne saura pas, puis on va aller fouiller plus loin et consulter des personnes qui ont un peu plus d'expérience. On va probablement tout faire sans tirer dessus. Je parlais de Gaétan tantôt, personne handicapée. Gaétan, à un moment donné, a cessé de militer. C'était très décevant. Tu avais raison, j'utilise mes mains, Stéphane. Mettre ma main en arrière, c'est ça. Mais Gaétan a refusé de continuer de militer. Moi, j'aurais bien souhaité qu'il fasse autre chose. Il n'était pas terriblement nombreux autour pour lui faire changer d'idée. Mais c'était sa décision. Et jusqu'à un certain point, il faudrait respecter ça aussi. Je ne sais pas comment on fait avec des locataires récalcitrants, par exemple. Parce qu'il y a également, je dirais, un effet pervers de l'empowerment qu'on a vécu, moi j'ai vécu, dans certaines associations. C'est des personnes qui ont développé leur pouvoir d'agir suffisamment pour accéder à des postes d'autorité et de devenir complètement antidémocratiques à l'intérieur de leur poste d'autorité. Donc, c'est un effet pervers qu'il faut essayer de contrer par les systèmes et les structures. Mais ça peut arriver aussi. Pas le fun comme réponse. Non. Mais si tu veux de la magie, c'est François qui a ça avec un magicien. J'ai une autre intervention, question ici. Bien, c'est pour faire du pouce un peu sur ce que vous disiez, rajouter à l'analogie. Souvent, justement, c'est le temps qu'on donne pas. Je vais m'approcher pour bien vous entendre. Okay. Monsieur le technicien, je m'excuse. Mais la madame est importante. Oh mon Dieu! C'est pour faire du pouce sur ce que vous disiez, souvent, c'est le temps qu'on ne prend pas aussi. Les personnes, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans qu'ils sont en difficulté ou qui vivent différentes choses, puis on arrive avec un beau projet, on pense que parce qu'on a la volonté, puis on a 6 mois pour le faire, bien, ça va partir. Puis s'ils n'embarquent pas dans le procédé, bien, on ferme le dossier parce qu'il ne répond pas. C'est parce que ça fait peut-être 10 ans là-dessus qu'il a la tête en dessous de l'oreiller parce qu'il n'ose pas se lever le matin. Puis, donc, je ne pense pas que n'importe quelle intervention qui soit faite dans un milieu soit inutile ou des fois, ce n'est pas la bonne au bon moment, mais il y a déjà quelque chose qui est enclenché qui fait que. Mais ça prend du temps, puis souvent, dans nos organisations, on n'a pas le temps. Que ce soit nos bailleurs de fonds ou encore nos ministères, tout le monde pousse pour justement avoir des cibles, atteindre des objectifs. D'ailleurs, donc, de connaître et de comprendre la situation dans laquelle se trouve la personne. Autrement, c'est ça. Autrement? Bien, je vais prendre rapidement une dernière pour conclure. Lui, il parle fort, je peux me reculer. Oui. Bien, c'est pas une question comme un commentaire, parce que je trouve que l'entente qu'on a eue de 2008 à 2016, elle a été justement selon l'empowerment. Elle a été évolutive, elle a été en croissance toujours,
je trouve, en tout cas, puis vous me direz, les gens qui sont ici, si vous trouvez ça, mais je trouve que les gens ont pris de plus en plus de pouvoir sur leur situation de vie. Il y a plein de locataires ici aujourd'hui qui vont dans ce sens-là, mais aussi les organisations. Hein, là, on a des OMH, là, comme Saint-Joseph ou d'autres, qui ont embarqué là-dedans avec les autres. Tu sais, puis le communautaire, les groupes communautaires dans l'empowerment communautaire, c'était tout ensemble. Puis je trouve que la belle façon, comment je dirais donc, ce qui image le mieux l'empowerment aujourd'hui, c'est les équipes locales élargies. Je trouve vraiment que c'était une belle. Moi, je veux remercier le groupe, le comité de gestion qui a choisi ça, de mettre en place des mesures, des petites mesures d'argent qui n'étaient pas de grand-chose. On l'a dit tellement souvent. Hein, c'était des 3 000, puis des 2 000, puis des 1 000 à la fin, mais qui ont fait des miracles. Parce qu'on était tout ensemble pour le faire, en concertation intersectorielle, mais les organisations avec les communautés, les individus qui voulaient y travailler, puis on a joint tout ensemble. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on a pu se faire, puis qu'on puisse le continuer, même si l'entente est terminée. Moi, je trouve ça magnifique. Les gens qui se sont joints du logement social, exemple à nos équipes locales élargies, qui sont nos tables de développement social, nos GRAP, nos groupes de réflexion d'action contre la pauvreté. Je trouve qu'on s'est donné vraiment des moyens pour continuer à agir dans l'avenir. Puis j'avais le coup qu'on se laisse sur cette note-là. Mais ce n'est pas une question en tant que telle, mais je trouvais que ça imageait bien. Trouvez-vous que c'est le cas, vous autres? Oui, hein? Merci, François. Ben, je pense que je ne ferai pas mieux comme mot de la fin. Alors, il nous reste à remercier et féliciter M. Ninax pour tout ce qu'il nous a transmis aujourd'hui comme message et comme connaissance. Merci beaucoup. Resterez-vous au cocktail? Si ma blonde veut. OK. Bien, invitez votre blonde au cocktail. Peut-être qu'il y a du monde qui voudrait encore vous parler. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on est Ah oui, c'est vrai, Monsieur Ninax, pour vous remercier, ben, on vous a aussi préparé un petit panier reconnaissance de nos savoureux produits du terroir de l'érable, en fait. Alors, merci à vous.